Et bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Biscotte Pilgrim. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous parler des blockbusters de l'été 2025, au nombre de 3. Mais tout d'abord, j'avais envie de revenir sur cette notion de blockbuster, d'où ça vient, pourquoi, quand, comment et en quoi cette année 2025 est intéressante, pas forcément dans le bon sens du terme, mais sur cette notion de blockbuster. Blockbuster, c'est les films qui t'emmènent au cinéma. Alors le blockbuster, qu'est-ce que c'est? Le blockbuster, ce sont ces films à grand spectacle, souvent donc à gros budget, qui sont là pour ramener un maximum de personnes en salle, pour leur proposer un spectacle et rameuter les foules, pour buster, on va dire ça comme ça. En tout cas, voilà, ce sont ces super productions. Tout a commencé dans les années 70 avec une succession d'anomalies. La première anomalie a eu lieu en 1972 avec Le Parrain de Francis Ford Coppola. Ça a été le premier film à dépasser les 100 millions de dollars de recettes aux États-Unis. Mais par la suite, c'est vraiment vers la fin des années 70, plus précisément en 76, 77 et 78, qu'a vraiment explosé la notion de blockbuster telle qu'on les conçoit encore aujourd'hui. Il y a eu tout d'abord évidemment Les Dents de la Mer de Steven Spielberg en 1976, suivi du film de son copain George Lucas, La Guerre des Étoiles, Star Wars, et enfin en 78, Superman de Richard Donner. Et on constatera que ça a créé une forme de matrice, puisqu'encore aujourd'hui, ce sont les maîtres mots de ce que constitue un blockbuster. La preuve. Blockbuster, ce sont des films qui n'ont plus de cœur. Bienvenue dans le passé. On va revisiter des films qu'on a déjà regardés. Que vont-ils nous apporter? La culture, c'est le reflet de la société dans laquelle on vit, la manière dont on traite la culture, etc. Ce qui est intéressant, c'est que ces blockbusters à l'époque, dans les années 70, c'était des films d'artistes, c'était des films, voilà, c'était des anomalies, hein, mais c'était des films d'artistes qui avaient une volonté de raconter avant tout quelque chose, de proposer quelque chose. Quand il fait La Guerre des Étoiles, jamais George Lucas il envisage de faire un giga succès planétaire comme ça, c'est parce que ça n'existait pas de toute manière, c'était des nouveautés. Or aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une forme de photocopiage pour essayer de reproduire ce qui devait relever d'une anomalie normalement. Et on a essayé d'en créer une recette. Ça fait déjà plus d'une, on va dire d'une vingtaine d'années, hein, ou même, allez, on va dire d'une dizaine d'années pour être gentil. Mais cette année, je crois qu'on a dépassé un cap. Si vous regardez bien tout ce qu'on a eu, c'est quasiment que des suites, remakes, reboots, voilà, de choses qu'on a déjà vues. Et plusieurs fois, comme si l'univers bégayait. Le problème, c'est qu'on est en 2025 et les blockbusters ne bossent plus. Un peu comme si la recette avait fermenté pour faire mentir les financiers qui voudraient bien nous faire croire que c'est dans les vieux potes qu'on fait les meilleurs sops. Entre un Mission Impossible qui se regarde le nombril, un dragon qui photocopie fadement son aîné animé mais sans l'âme qui l'animait, un Jurassic World Renaissance qui enterre sa licence, un 4 Fantastique qui se tape un trip nostalgique pour nous dire que le monde n'est plus ce qu'il sera, et Superman, on en parlera plus tard de celui-là. Contrairement à nos leaders, les chiffres ne manquent pas. Je pense que là, même du haut des studios, tout le monde commence à pétocher un peu parce que finalement, leur toute-puissance est en train d'être mise à mal. La faute à quoi? La faute à une succession justement de films qui n'ont pas rempli leur rôle, qui n'étaient là que pour faire une marque, pour vendre des pots de yaourt avec inséré nom de super-héros, inséré licence. Regardez ce qu'ils ont fait à Star Wars, c'est vraiment lamentable justement. Star Wars qui était le précurseur de tous ces blockbusters, ils lui ont petit à petit, à force mais même pas de manière très brutale, ils l'ont complètement dénaturé de toute substance pour en faire un truc nul. C'est la même chose avec les Jurassic Park, bref. À force de vouloir trop se répéter, ça ne marche plus. Ce n'est plus on ne refait plus rien là. On est en train de ravaler un vomi et de remanger et de remanger le vomi qui a été déjà ravalé. L'image est dégueulasse. Bref, on va faire avec ce qu'on a et je vais donc vous proposer un petit top 3 de ces blockbusters estivaux 2025. Alors en troisième position,
on a Jurassic World Renaissance. Alors Jurassic World Renaissance, c'est réalisé par Gareth Edwards, qui était déjà l'auteur de Godzilla et Rogue One, hein, encore une autre licence, et du The Creator, un film que j'ai pas du tout aimé, même s'il sortait au moins de cette vibe de film à licence. Donc Jurassic World Renaissance, le problème c'est que j'ai pas grand chose à en dire parce qu'il s'y passe pas grand chose. Ils ont ramené David Koepp à l'écriture, donc David Koepp scénariste du premier Jurassic Park mais également de Spider-Man. Et on aurait pu croire que c'était un gage de qualité d'écriture, sauf que l'écriture elle est absolument catastrophique. On ne croit pas du tout à ces personnages, donc Scarlett Johansson qui est censée être une mercenaire sans foi ni loi, finalement elle est fade, elle est gentille, elle a aucun relief si vous voulez. Il s'y passe pas grand chose, hein, c'est sur une île, c'est un film d'exploration sur une île. Et c'est un peu une neutralisation de tous les l'émerveillement qu'il pouvait proposer Jurassic Park. En fait, c'est un problème quand tu fais un film Jurassic World et que t'es moins spectaculaire que le film qui est sorti en 93. Et tu es obligé de t'y confronter. Enfin, tu peux pas faire un film Jurassic World en te disant c'est pas grave si mon film il est moins bien. C'est pas normal d'arriver comme ça, d'arriver en se disant je n'ai pas l'ambition de proposer autre chose. De proposer quelque chose qui va transcender un peu mon matériau. Non, c'est un film fade, sans audace, sans proposition, et profondément ennuyeux, quoi. Profondément ennuyeux, qui ne propose rien de neuf. Alors c'est certes peut-être supérieur au dernier, la Jurassic World, le monde d'après, qui était vraiment une merde abominable. Lui, il n'y a rien de fondamentalement détestable dans le film. Mais il n'y a rien d'appréciable non plus, il n'y a même pas cette dose de spectacle ou d'émerveillement qu'il devrait y avoir. Un des exemples qui fait que c'est problématique, c'est la manière dont sont traités les raptors à l'écran. Les raptors, on les voit que dans une seule scène, alors que c'était la menace essentielle du premier Jurassic Park. Et ils sont là dans une scène où un des personnages principaux pisse littéralement à l'écran. Donc, voilà, c'est ça les hauts faits un peu de ce Jurassic World qui n'a rien d'autre à proposer. Et en plus, à la fin, du coup, c'est plus des dinosaures, hein, carrément, c'est des mutants, c'est des aliens, c'est tout ce que tu veux, mais ça n'a plus de sens en fait. Et ça n'a même pas d'efficacité en réalité dans ce que ça propose. Ça aurait pu être à la limite un truc d'aventure, un peu façon Alien Romulus, quoi, un truc un peu actionneur, etc. Sauf que ça va loin de nulle part. Donc il y a bien peut-être une scène qui est rigolote à la limite. Mais là, le problème, c'est que le récit ne fonctionne absolument pas, ça ne raconte plus rien. Les personnages, ils popent de manière complètement aléatoire, ils n'ont aucune trajectoire, parce que c'est quand même important dans un récit d'avoir des personnages à trajectoire. On se rappelle quand même que Jurassic Park, même si c'était exceptionnel en termes d'effets spéciaux et de mise en scène, évidemment, c'est son récit qui faisait que ça fonctionnait. On avait quand même une évolution avec le personnage d'Alan Grant qui évoluait justement tout au long du film. Il y avait une progression, il y avait quelque chose, il y avait une dynamique de personnage. On se rappelle de Ian Malcolm, on se rappelle de tout ça. Voilà, il y avait une logique intuitive et voilà, il y avait du récit, il y avait du relief, il y avait quelque chose. Vraiment, on est obligé de le comparer. Si tu peux pas, au bout d'un moment, on peut pas se dire, oui, je vais regarder Jurassic World, c'est pas grave si c'est moins bien. Non, c'est grave. Ils ont 200 millions de dollars pour le faire. C'est inadmissible que le problème soit un problème d'écriture, parce que le problème d'écriture, ça coûte zéro. L'écriture, c'est là-dedans, c'est dans des récits, c'est quelque chose. Donc la substantifique moelle d'un film, elle n'a pas de prix, elle n'a pas de budget, et c'est la preuve avec ce Jurassic World qui est complètement insipide et qui ne propose plus rien. Numéro 2, la quatrième version des 4 Fantastiques. Le dernier Marvel, donc Marvel qui est en difficulté depuis un moment. Alors j'ai bien aimé le dernier Thunderbolt, donc ce qui était le dernier Marvel en date. J'ai détesté évidemment comme tout le monde à peu près le Captain America. Et globalement en réalité, si on fait le point, Marvel n'a jamais été un vrai gage de qualité. C'était un produit d'appel, mais il y avait un film sur 5 en gros qui était bien, et c'était une forme d'anomalie à chaque fois. Par contre, les films qui étaient bien, c'était vraiment des porte-étendards du genre, et donc ça restera quand même. Mais c'est depuis Endgame, c'est une catastrophe en fait, hein, Marvel. Maintenant, si on doit faire le point, encore que non, je réfléchissais, non, il y a quand même des films que j'aime beaucoup, comme Wakanda Forever et Doctor Strange The Multiverse of Madness.
dur à dire, hein, celui-là. Qui sont des propositions de cinéma assez chouettes quand même et vraiment bien faites. Mais à part ça, effectivement, bon voilà. Du coup, l'enjeu sur les 4 Fantastiques, il a été de... surtout qu'il y a la concurrence du DCU, hein, on va revenir dessus, hein, mais il y a la concurrence du DCU qui arrive. Donc il fallait se proposer, se renouveler en tout cas. Ce qu'ils ont fait. Hein. Déjà, on notera que le film dure 2 heures. Hein, ça y est, hein, ils ont arrêté de faire des films qui durent 2h30, 2h40, de part et d'autre. Hein, tout Jurassic Park, etc. Tous les films sont revenus à une durée plus courte. Donc il y a vraiment eu un changement de paradigme qui s'est fait en scred, hein, mais vraiment au fur et à mesure. Hein. Et peut-être que oui, avoir 2h30 pour un film comme No Way Home, c'était complètement inutile. Voilà, je pense que les films étaient longs parce qu'ils étaient tout simplement pas finis. Mais voilà, donc bon, là celui-là il est fini, hein, ok. Il est plus intéressant globalement que ce qui a été fait précédemment et ce que j'ai cité précédemment. Mais globalement, pour moi, c'est assez fade. En fait, le problème, c'est que c'est assez fade. J'ai aimé, on va rester quand même positif, j'ai aimé le fait que ce soit un film qui se centre sur ses personnages, comme Thunderbolt d'ailleurs, hein, c'est les personnages qui sont au cœur du récit, l'enjeu est un enjeu émotionnel, il y a un style rétro-futuriste assumé, hein, avec un hommage aux années 60, y compris dans la manière d'aborder le scénario et les enjeux et les trucs comme ça, il y a un côté vraiment rétro assez sympa et assez sympathique, mais j'ai l'impression que c'est un emballage pour une coquille vide finalement, parce que le film ne mène pas nulle part, si ce n'est avoir un truc de base, hein, la menace, donc Galactus, etc. et comment on va arriver à se débarrasser de cette menace. Un truc intéressant quand même, qui était déjà un peu le cas dans Thunderbolt, ils ont remis la notion de population et la notion de responsabilité au cœur aussi de l'intrigue. Et ça, c'est vrai que ça fait du bien de ne plus voir des super-héros qui ont l'air d'évoluer dans leur propre monde, mais qui évoluent également avec le peuple, en tout cas avec nous, hein, en fait, avec les gens, etc. Donc ça, c'était une des choses intéressantes de ces 4 Fantastiques. Donc globalement, le film, il n'est pas à jeter du tout. C'est simplement que j'ai trouvé le film un peu mou, quoi. Un peu mou, un peu... Là, je pense que là, c'est purement subjectif et c'est purement de l'ordre du ressenti, mais je pense que un film comme ça, il doit proposer un truc. Il y a finalement très peu de scènes d'action. Les scènes d'action sont essentiellement des scènes d'exploration spatiale ou des scènes de déplacement, etc. et tout. Mais c'est un film qui est pas très généreux en action finalement et qui ne propose pas grand chose, quoi. Qui ne propose pas grand chose. Et j'ai l'impression que c'est un film qui a été pas mal remonté, pas mal transformé. C'est pas fluide, quoi. C'est pas hyper fluide, même dans sa narration, dans son script ou quoi. Donc c'est pas génial non plus. Et ça montre encore une fois qu'il y a eu très certainement une très bonne note d'intention. Il y a eu de très bons éléments de départ, mais qu'il y a un très gros problème de finition chez Marvel. Et là, on vient d'apprendre un truc qui est quand même dramatique, hein, quand on y réfléchit. Donc, ce film-là, il est censé vendre l'événement, donc Avengers Doomsday. Donc là, on est censé blockbuster. Hein. Là, je pense qu'ils sont comme ça, Marvel, parce qu'il faut que ça buste. Je pense que le film, il coûte le PIB d'un pays, c'est sûr. Ce qui est hallucinant. Mais c'est hallucinant. Donc le film coûte le PIB d'un pays. Attendez, ils viennent d'embaucher un scénariste. Le film est en tournage depuis 3 mois. Donc ça veut dire... et ça, c'est quelque chose que James Gunn avait dénoncé, hein, quand même, quand il a pris en main le DCU. Ça veut dire qu'ils ont lancé le tournage d'un truc qui a le PIB d'un pays sans avoir de scénario terminé. Et ça, je n'arrive pas à le concevoir. C'est pas possible. C'est pas possible que parce que c'est un aveu que finalement c'est la logique de production l'emporte sur la volonté de raconter et de délivrer quelque chose au public. Et ça, c'est honteux. Donc pour ces raisons-là, j'ai un peu de mal parce que je ressens un peu ça dans les 4 Fantastiques, c'est-à-dire que je pense qu'il y a eu la note d'intention, que le truc a été commencé, le travail est quand même bon et l'orientation est quand même bonne. Je pense aussi que ça a été fait en réaction avec le concurrent, mais on en parle tout de suite après. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de réactions, un peu comme quand ils avaient fait Civil War, quand Batman contre Superman avait été annoncé à l'époque, hein, c'était clairement en réaction, hein, parce que je pense pas que c'était dans les tuyaux, mais il y a cette règle de la concurrence. Et dans la concurrence, on va y venir, hein, il nous reste le top 1.
top 1. Qui c'est ce top 1? Bah écoutez, je vais pas en parler longtemps, parce que pour ne rien vous cacher, j'ai envie de faire une longue vidéo pour décortiquer un peu pourquoi ce Superman de James Gunn est pour moi l'un des meilleurs blockbusters de ces dernières années. En tout cas, un des meilleurs comic book movies qu'on a vu depuis quelques temps déjà, hein, et ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Je vais simplifier au maximum les choses, hein, parce que c'est un film que j'ai vu 4 fois, que vraiment j'adore de tout mon cœur pour ce qu'il raconte, pour la manière dont il le raconte, pour sa forme. Voilà, c'est un film qui a un récit, tu sens que le récit il a été travaillé justement très en amont, hein, c'est le script qui est le moteur du récit, hein, qui est le moteur du film, mais c'est un film qui va à toute vitesse, quoi. Il y a un récit, hop, tout s'enchaîne parfaitement, tu as un récit manichéen avec les personnages qui sont clairement posés dès le départ, avec un protagoniste qui a ses enjeux au départ, donc évidemment Superman, un antagoniste, et comment ils vont s'opposer, avec des personnages secondaires qui gravitent autour, et un personnage qui va vivre des épreuves, hein, donc ce Superman qui vit des épreuves durant tout le film et qui va vivre une expérience transformatrice pour confirmer ses valeurs, quoi, en gros. Et c'est un film qui te dit très clairement que la vraie rébellion et la seule rébellion possible dans ce monde fait de manipulation et de pognon, c'est la gentillesse. Kindness is the new punk rock. C'est vraiment littéralement dit dans le film. Et moi, c'est des choses auxquelles je ne peux qu'adhérer. Au-delà du fait que je trouve le film, et là c'est l'antithèse des 4 Fantastiques, je trouve le film extrêmement plaisant à regarder tout simplement. Voilà, c'est fluide, c'est bien foutu, c'est pas parfait, hein, c'est pas parfait, on pourrait revenir sur quelques défauts, sur quelque chose, mais c'est des défauts qui relèvent de la signature, parce que c'est un film qui est habité par son auteur. Je suis pas un fan de James Gunn en plus, hein, James Gunn n'est pas du tout mon cinéaste préféré, et j'aime pas tous ses films, mais là je trouve qu'il a eu l'angle parfait justement. Il l'a abordé avec une forme d'humilité contrairement en opposition peut-être à Snyder qui avait voulu créer le Superman ultime. Je ne pense pas que Gunn est dans cette tête de vouloir créer un Superman ultime, mais de vouloir créer son Superman, et c'est une différence vraiment notable parce que voilà, l'angle, pour ne pas le rendre lisse justement, Gunn c'est le cinéaste des losers, c'est le cinéaste on va dire des rebelles adolescents, on va dire, voilà, etc. Donc c'était compliqué parce que il y a plusieurs personnages qui rentrent dans cette caractérisation propre à Gunn. Et là sur Superman, son intelligence c'est ça, c'est d'avoir fait de sa gentillesse un acte subversif. Et sa subversion c'est ça en fait, c'est que finalement c'est une forme, sa candeur, sa faiblesse, son côté loser, en tout cas, il vient de là, il vient de ses valeurs qu'il doit réaffirmer et qu'il doit retravailler, questionner, et c'est ce qui se passe dans le film. Au-delà du fait qu'il y a 40 péripéties dans le film, quoi. On pourrait vraiment faire un truc où tac, 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 t'as des scènes d'action tout le temps, mais les scènes d'action qui ne sont pas gratuites. Le personnage s'en sort systématiquement grâce à ses pouvoirs, le personnage sauve des gens, il sauve même un écureuil, et moi je trouve que c'est une excellente idée, parce que voilà, moi je veux voir un Superman positif qui sauve des gens, qui sauve le vivant en fait, y compris les écureuils. Je vois pas pourquoi ce serait un problème. Bref, vous l'aurez compris, et je vais essayer d'y revenir un peu plus en profondeur, mais en tout cas ce Superman pour moi c'est le spectacle rêvé, c'est le blockbuster rêvé. Et finalement, ça m'a réconcilié un peu avec cette année cinématographique, bien que j'ai vu beaucoup de films intéressants, mais pas au niveau des blockbusters. En tout cas, au niveau des blockbusters, c'est clairement lui pour moi le gagnant. Attendez, il y en aura peut-être un autre qui se cache dans la pelouse, mais qui va venir nous rappeler un peu ce que c'est. Et oui, parce que la séance des 4 Fantastiques, outre le fait de m'avoir révélé à quel point Superman était un bon film, il y a une bande-annonce d'un autre truc qui m'a rendu le film encore plus fade. C'est le retour de Maître James Cameron. If there is something you can do, then you must do it. Non mais on en parle de ça, je n'ai absolument rien à dire, cette bande-annonce est complètement folle, ça te raconte un truc, tu as une dramaturgie qui s'installe, et chaque plan est un chef-d'œuvre, point.
Donc rendez-vous pris, c'est sûr, le blockbuster de l'année, c'est encore James Cameron, comme en 91 quand il faisait Terminator 2, comme en 97 quand il a fait Titanic, comme en 2009 quand il a fait Avatar, et comme en 2022 quand il a fait Avatar 2. Donc au bout d'un moment, prosternez-vous, attendez. Et voilà, allez-y, parce que Avatar, c'est sain, c'est bien dans ce que ça raconte, c'est le rôle des blockbusters, point. C'est le blockbuster matriciel, c'est l'expérience ultime du cinéma, en tout cas en termes de grands spectacles, en termes de grands récits. Voilà, ma conclusion, c'est quand même que pour cette année 2025, moribonde, il va y avoir... déjà, il y a Superman qui est quand même très chouette, mais quand même un peu plus niche et un peu plus geek, donc je comprends qu'il soit un peu plus excluant. En termes de spectacle fédérateur ou quoi que ce soit, ce sera Avatar de James Cameron, c'est sûr. Petite mention spéciale pour 2 films aussi, il va y avoir Running Man d'Edgar Wright. Edgar Wright, par contre, contrairement à James Gunn, c'est un de mes cinéastes préférés, donc une année cinématographique où on a un film d'Edgar Wright, ça reste un événement. Et le Frankenstein de Guillermo del Toro, qui malheureusement ne sortira pas en salle, mais qui existera quand même. Donc il y a encore quand même des beaux films, des beaux restes et des beaux artistes encore qui se battent pour proposer quelque chose de différent. Donc ne perdons pas espoir. Et de manière générale, voilà, ne perdons pas espoir. Voilà, le cinéma c'est un vecteur, hein. Encore une fois, c'est pas une finalité. La finalité c'est quand même le monde qui nous entoure. Essayons de ne pas être trop con et d'être gentil avec son prochain, c'est quand même ça ma conclusion. Hein, réunissons-nous et soyons sympas les uns avec les autres, essayons de nous reconnecter un peu parce que oui c'est la merde et oui c'est une situation absolument source d'angoisse et de névrose, donc justement, soyons un peu plus cool. N'oubliez pas, kindness is a new punk rock.